Le 23 août 1856, sur la place du marché de Montgomery, Alabama, une femme fut vendue pour la somme extraordinaire de 7200 $. Un prix qui dépassait de loin celui de n'importe quel esclave jamais vendu dans cet État. Les registres officiels ne mentionnent qu'un seul nom, Céleste. Aucun patronyme, aucune origine précise. Et pourtant, dans les semaines qui suivirent cette vente, 3 hommes parmi les plus puissants d'Alabama moururent dans des circonstances étranges. Ce que vous allez entendre maintenant n'est consigné dans aucun livre d'histoire. Mais les archives privées, les lettres brûlées à moitié, les témoignages étouffés racontent une vérité que certaines familles du Sud ont passé des générations à dissimuler. Avant de poursuivre cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, retournons en Alabama, à une époque où certains secrets valaient plus que la vie elle-même. Au milieu du 19e siècle, l'Alabama représentait le cœur battant de l'économie cotonnière du sud des États-Unis. Les plantations s'étendaient comme des royaumes, certaines comptant plus de 300 âmes asservies, travaillant du lever au coucher du soleil dans les champs de coton blanc. Montgomery, la capitale de l'État depuis 1846, était devenue le centre névralgique du commerce d'esclaves de toute la région. Chaque semaine, sur la place du marché située près de Court Square, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants étaient exposés, examinés, négociés comme du bétail. La société blanche d'Alabama vivait selon un code strict, non écrit, mais compris par tous. Les grandes familles de planteurs formaient une aristocratie terrienne qui contrôlait non seulement l'économie, mais aussi la politique, la justice et jusqu'aux églises. Ces familles se connaissaient toutes, s'étaient mariées entre elles pendant des générations, créant un réseau d'alliances et de dépendance qui rendait presque impossible de garder un secret. Presque impossible. Car il existait des secrets tellement dangereux qu'ils nécessitaient un silence absolu, maintenu par la peur et par l'intérêt commun. L'été de 1856 fut particulièrement accablant. La chaleur étouffante de juillet et août transformait Montgomery en un enfer de poussière et de sueur. Les cours d'eau qui traversèrent la région avaient baissé, révélant des berges craquelées. Dans cette atmosphère suffocante, les tensions sociales étaient exacerbées. Le débat national sur l'esclavage s'intensifiait, divisant le pays entre nord et sud, créant des fractures qui mèneraient bientôt à la guerre. Mais à Montgomery, personne ne doutait encore de la pérennité du système. Les planteurs continuaient d'acheter et de vendre des êtres humains avec la même assurance tranquille qu'ils achetaient du mobilier ou du bétail. C'est dans ce contexte qu'apparut Céleste. Elle arriva à Montgomery au début du mois d'août, amenée par un marchand d'esclaves du nom de Silas Hendrickson, un homme connu pour ses transactions dans toute la vallée du Mississippi. Hendrickson était un personnage pragmatique, brutal quand nécessaire, mais surtout calculateur. Il possédait un entrepôt près des docks où il gardait sa marchandise avant les ventes. Les conditions dans ces lieux étaient effroyables. Des cellules sombres où des dizaines de personnes attendaient à leur sort, enchaînées, nourries au minimum, vivant dans leurs propres déchets. Mais Céleste ne fut jamais placée dans l'entrepôt commun. Hendrickson lui réserva une pièce séparée, presque confortable selon les standards de l'époque. Une chambre avec une vraie fenêtre, un lit de camp propre, de la nourriture décente. Ce traitement inhabituel ne passa pas inaperçu parmi les employés d'Hendrickson. L'un d'eux, un homme blanc nommé Jacob Reeves, qui gérait les registres, nota dans son journal personnel, retrouvé un siècle plus tard dans les affaires de sa petite fille. Le patron traite cette négresse comme si elle était en porcelaine. Il refuse de dire d'où elle vient. Quand je lui ai demandé pourquoi tant de précautions, il m'a regardé avec des yeux que je ne lui avais jamais vus et m'a dit de fermer ma bouche si je tenais à garder ma position. Physiquement, Céleste ne correspondait à aucun des standards habituels qui déterminaient le prix d'une personne asservie sur le marché. Elle n'était pas particulièrement grande ni robuste. Au contraire, elle avait une silhouette mince, presque fragile, avec des mains qui ne portaient pas les cicatrices du travail au champ. Sa peau était d'un brun clair, qui suggérait un métissage,
Mais ses traits ne permettaient pas de déterminer précisément ses origines. Elle pouvait avoir entre 25 et 35 ans, l'âge exact restant un mystère. Ses cheveux, décrits dans plusieurs témoignages, étaient longs et ondulés, généralement couverts d'un foulard de couleur sombre. Mais ce qui frappait tous ceux qui la voyaient, c'était son regard. Un regard qui ne baissait pas les yeux comme on l'exigeait des esclaves. Un regard direct, pénétrant, qui semblait voir à travers les gens. Plusieurs témoins racontèrent plus tard qu'elle ne parlait presque jamais, répondant aux questions par des monosyllabes ou des hochements de tête. Pourtant, quand elle parlait, son anglais était parfait, sans l'accent typique des esclaves nés dans les plantations, ni celui des Africains récemment arrivés par les routes illégales de la traite. Le mystère autour de ses origines alimenta immédiatement les rumeurs. Certains prétendaient qu'elle venait de la Nouvelle-Orléans, d'autres juraient l'avoir vue des années auparavant dans une plantation près de Natchez. Il y eut même des murmures selon lesquels elle aurait été élevée dans une famille riche du Nord avant d'être vendue au Sud dans des circonstances obscures. Hendrickson refusait de clarifier quoi que ce soit. Sur l'affiche annonçant la vente, il se contenta d'écrire « Femme de maison, excellente éducation, sait lire, écrire et compter, connaissance des langues, compétences domestiques supérieures. » La mention qu'elle savait lire et écrire était déjà exceptionnelle. Dans la plupart des États du Sud, il était illégal d'enseigner la lecture aux esclaves. Le fait que Hendrickson le mentionne ouvertement suggérait que Céleste avait été éduquée ailleurs, peut-être à l'étranger ou dans des circonstances très particulières. Mais c'était la mention de connaissance des langues qui intriguait le plus. Quelle langue? Combien? Et comment une femme asservie avait-elle pu acquérir une telle éducation? La vente était prévue pour le 23 août à 10 heures du matin. Normalement, les enchères d'esclaves à Montgomery attiraient un public varié, des planteurs venus de tout l'État, des marchands, des spéculateurs et aussi des curieux qui venaient simplement observer. Mais la vente de Céleste fut différente dès le départ. Hendrickson avait fait savoir discrètement, uniquement aux acheteurs les plus fortunés, qu'il s'agissait d'une opportunité exceptionnelle. Il avait fixé un prix de départ inhabituel, 2000 $. À cette époque, un esclave vigoureux pour les champs se vendait entre 800 et 1200 $. Même les esclaves domestiques les plus qualifiés dépassaient rarement 1500 $. Le matin de la vente, une chaleur écrasante pesait déjà sur Montgomery. Le ciel était d'un bleu délavé, presque blanc, sans le moindre nuage pour offrir un soupçon d'ombre. Sur la place du marché, une foule plus restreinte que d'habitude s'était rassemblée. On comptait une trentaine de personnes, mais parmi elles se trouvaient certains des hommes les plus puissants d'Alabama. Il y avait Edmund Caldwell, propriétaire de Riverside, l'une des plus grandes plantations de coton de la région, un domaine qui s'étendait sur plus de 4000 hectares le long de l'Alabama River. Caldwell était un homme dans la cinquantaine avancée, massif, avec un visage rougeau marqué par des décennies d'excès. Sa fortune était considérable, estimée à plus de 600 000 $, une somme astronomique pour l'époque. Il était veuf depuis 5 ans et vivait seul dans sa grande maison de maître, servi par une quarantaine d'esclaves domestiques. À côté de lui se tenait Harrison Beaufort, un homme plus jeune, la quarantaine à peine, mais tout aussi influent. Beaufort était un marchand qui avait fait fortune dans l'import-export, possédant des entrepôts à Mobile et Montgomery. Il était aussi propriétaire de plusieurs boutiques dans la ville et de quelques petites plantations qu'il gérait par l'intermédiaire de régisseurs. Son apparence était celle d'un gentleman sudiste typique. Costume sombre impeccable malgré la chaleur, canne à pommeau d'argent, chapeau à large bord. Il était marié et père de 3 enfants, connu pour sa piété ostentatoire et sa présence assidue aux offices religieux. Le 3e homme d'importance présent ce jour-là était le juge Nathaniel Pemberton. À 62 ans, Pemberton incarnait la respectabilité et le pouvoir judiciaire de Montgomery. Il siégeait au tribunal de district depuis 20 ans et avait présidé certains des procès les plus importants de l'État. Son influence s'étendait bien au-delà de la salle d'audience. Il était conseiller de plusieurs hommes politiques, confident du gouverneur.
et possédait lui-même une plantation de taille moyenne près de la ville. Pemberton avait la réputation d'être inflexible, juste selon les standards de l'époque, c'est-à-dire absolument dévoué au maintien de l'ordre social tel qu'il existait. Quand Céleste fut amenée sur l'estrade, un silence inhabituel tomba sur l'assistance. Elle portait une robe simple mais propre, de couleur grise, qui couvrait ses bras jusqu'aux poignets et son corps jusqu'aux chevilles. Ses cheveux étaient coiffés et partiellement dissimulés sous un foulard blanc. Elle ne portait ni chaîne ni entrave, ce qui était déjà remarquable. Hendrickson se tenait à côté d'elle, une main posée de manière presque protectrice sur son épaule. Le marchand commença son discours de vente avec un aplomb inhabituel. Il ne débitait pas le baratin typique des marchands d'esclaves, vantant la force physique ou la docilité. Au lieu de cela, il parla de Céleste comme on aurait parlé d'une œuvre d'art rare. « Messieurs, dit-il, sa voix portant dans l'air étouffant, je vous présente aujourd'hui une acquisition qui transcende le commerce ordinaire. Cette femme a été éduquée dans des conditions qui échappent à l'expérience commune. Elle maîtrise le français, l'espagnol et l'anglais avec une perfection que peu d'hommes blancs peuvent revendiquer. Elle sait lire et écrire dans ces 3 langues. Elle possède des connaissances en comptabilité, en gestion de maison, en médecine domestique et en botanique. Elle peut tenir une conversation sur des sujets variés avec une intelligence qui surprendrait plus d'un prétendu érudit. Cette description suscita des murmures dans l'assistance. Certains exprimaient du scepticisme, d'autres un intérêt évident. Hendrickson continua. « Je ne révélerai pas les circonstances exactes qui l'ont amenée ici. Ceux qui ont besoin de savoir le sauront. Ce que je peux dire, c'est que cette femme représente une opportunité unique. Pour un homme de raffinement qui recherche plus qu'une simple domestique, pour un homme qui comprend la valeur d'une présence cultivée dans sa demeure. » Les enchères commencèrent à $2000, comme annoncé. Edmund Caldwell fit immédiatement une offre de $2500. Harrison Beaufort renchérit presque aussitôt à $3000. Le juge Pemberton, qui jusque-là était resté silencieux, leva sa canne et annonça $3500. Ce qui suivit fut une escalade rapide et féroce. Les 3 hommes se livrèrent un duel d'enchères qui stupéfia tous les présents. Caldwell monta à $4000, Beaufort à 4500, Pemberton à 5000. La foule observait, bouche bée, cette surenchère insensée. Pourquoi ces hommes, qui pouvaient acheter n'importe quel esclave du marché, se battaient-ils ainsi pour cette femme en particulier? Pendant tout ce temps, Céleste restait immobile sur l'estrade. Elle regardait droit devant elle, sans réagir aux montants astronomiques qui étaient criés. Son visage demeurait parfaitement neutre, comme si cette vente la concernait à peine. Mais plusieurs témoins racontèrent plus tard qu'à un moment précis, quand le montant atteignit $6000, elle tourna lentement la tête et regarda successivement les 3 enchérisseurs. Un regard bref, quelques secondes à peine pour chacun, mais suffisant pour que ceux qui l'observaient ressentent un malaise inexplicable. Finalement, ce fut Edmund Caldwell qui remporta la vente. Il offrit $7200, un montant tellement exorbitant que ni Beaufort ni Pemberton n'osèrent aller plus loin. Le juge secoua la tête et s'éloigna sans un mot. Beaufort resta quelques instants, son visage exprimant une contrariété évidente, puis il se détourna également. Caldwell monta sur l'estrade, remit à Hendrickson une lettre de crédit bancaire et prit possession de Céleste comme on prend possession d'un objet précieux. Jacob Reeves, l'employé d'Hendrickson qui tenait les registres, nota dans son journal « J'ai vu le patron échanger quelques mots à voix basse avec Caldwell après la vente. Je n'ai pas pu entendre ce qui se disait, mais l'expression du patron était celle d'un homme qui vient de se débarrasser d'un fardeau. Il semblait soulagé, presque nerveux, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Quand il est revenu vers moi pour finaliser les papiers, ses mains tremblaient légèrement. Il m'a dit « Que Dieu lui vienne en aide ». Je ne savais pas s'il parlait de Caldwell ou de la femme. Céleste quitta la place du marché dans la voiture de Caldwell l'après-midi même. Elle ne regarda pas en arrière, ne dit pas un mot.
La foule se dispersa lentement, mais les conversations continuèrent pendant des jours. Personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé. Pourquoi un prix si élevé? Qu'est-ce qui rendait cette femme si spéciale? Et surtout, pourquoi 3 des hommes les plus puissants et les plus rationnels d'Alabama avaient-ils perdu tout sens des proportions pour l'acquérir? Dans les semaines qui suivirent, plusieurs personnes tentèrent de poser des questions à Hendrickson. Le marchand refusa de répondre. Il quitta Montgomery dès le lendemain de la vente et ne revint plus jamais dans la ville. Son entrepôt fut vendu 1 mois plus tard à un autre marchand. Quand des connaissances le croisèrent par hasard à Mobile quelques mois après, ils racontèrent qu'il semblait avoir vieilli de 10 ans, que son regard était hanté, qu'il refusait de parler de cette vente. Riverside, la plantation d'Edmund Caldwell, se dressait majestueusement au bord de l'Alabama River, à une vingtaine de kilomètres au sud de Montgomery. La route qui y menait traversait des champs de coton à perte de vue, des rangées interminables de plants qui ondulaient sous le vent chaud comme une mer végétale. La grande maison elle-même incarnait l'opulence sudiste typique de l'époque. Une façade blanche à colonnes grecques, 2 étages, de larges vérandas, des fenêtres immenses pour laisser circuler l'air. Derrière la maison principale s'étendaient les dépendances, les cuisines séparées, les écuries, et plus loin, dissimulés par un rideau d'arbres, les quartiers des esclaves. Caldwell vivait seul dans cette immense demeure depuis la mort de son épouse, Eleanor, emportée par une fièvre en 1851. Le couple n'avait jamais eu d'enfant, et cette absence de descendance constituait la grande tragédie personnelle de Caldwell. Il avait des cousins, des neveux, mais aucun héritier direct. La gestion quotidienne de la maison était assurée par une esclave nommée Ruth, une femme dans la cinquantaine, qui servait la famille Caldwell depuis plus de 30 ans. Ruth dirigeait une équipe d'une dizaine d'esclaves domestiques, tous très expérimentés, tous habitués aux exigences strictes du maître. Quand Céleste arriva à Riverside, Ruth fut immédiatement méfiante. L'arrivée d'une nouvelle esclave domestique n'était pas un événement rare en soi, mais le prix payé pour celle-ci et l'attention évidente que Caldwell lui portait créèrent un malaise immédiat. Ruth raconta plus tard à une autre esclave qui répéta l'histoire à son propre enfant, qui finalement la transmit aux générations suivantes. Le maître lui a donné la chambre bleue, celle du 2e étage avec vue sur la rivière. Cette chambre était celle de Madame Eleanor avant qu'elle ne meure. Personne n'y avait dormi depuis 5 ans. Il l'a fait nettoyer, aérer, préparer comme si c'était pour une invitée de marque. Et quand je lui ai demandé quelles seraient les tâches de cette femme, il m'a répondu qu'elle n'aurait aucune tâche domestique pour le moment, qu'elle devait simplement se reposer et s'habituer à la maison. Ce traitement exceptionnel ne passa pas inaperçu parmi les esclaves de Riverside. Dans les quartiers, les conversations allaient bon train. Qui était cette femme? Pourquoi un tel privilège? Certains pensaient qu'elle était peut-être une parente illégitime de Caldwell, une métisse issue d'une liaison secrète. D'autres murmuraient des hypothèses plus sombres, évoquant des pratiques occultes, des pactes interdits. La superstition était forte parmi la population asservie et l'étrangeté de la situation alimentait toutes sortes de rumeurs. Pendant les 2 premières semaines, Céleste resta effectivement dans sa chambre la plupart du temps. Les esclaves qui lui apportaient ses repas racontaient qu'elle lisait constamment, des livres que Caldwell lui fournissait depuis sa bibliothèque personnelle. Elle lisait en français, en anglais, en espagnol. Parfois, elle écrivait des pages et des pages de ce qui semblait être un journal ou des lettres. Mais à qui écrivait-elle? Les lettres n'étaient jamais envoyées, jamais transmises à personne. Caldwell lui-même passait plusieurs heures par jour dans la chambre bleue ou sur la véranda adjacente, conversant avec Céleste. Les domestiques qui servaient le thé ou apportaient des rafraîchissements racontèrent que ces conversations se déroulaient en français, une langue que peu comprenaient à Riverside. Le ton n'était jamais celui d'un maître s'adressant à une esclave. C'était une conversation entre égaux, presque intime, parsemée de rires occasionnels, de longues pauses réflexives, de discussions qui semblaient porter sur des sujets complexes.
cette relation inhabituelle commença à attirer l'attention au-delà des limites de la plantation. Les nouvelles se répandaient vite dans la société fermée des planteurs d'Alabama. Des visiteurs qui passaient par Riverside revenaient avec des récits étonnés. Un certain colonel Matthews, voisin et ami de longue date de Caldwell, raconta à son épouse « Edmund est transformé. Je ne l'avais pas vu si vivant depuis la mort d'Eleanor. Il parle de cette femme comme s'il parlait d'un miracle. Il dit qu'elle a une intelligence qui défie tout ce qu'il a connu, qu'elle peut discuter de philosophie, de politique, de littérature avec une profondeur que peu d'hommes blancs possèdent. C'est profondément troublant. » Mais ce qui troublait vraiment Matthews et les autres, ce n'était pas seulement l'admiration évidente de Caldwell. C'était le fait qu'ils semblaient avoir complètement oublié la nature de leur relation. Dans le sud esclavagiste, les rapports entre maîtres et esclaves étaient strictement codifiés. Même dans les cas de concubinage, aussi répandus qu'ils soient, la hiérarchie restait claire. Le maître restait le maître, l'esclave restait l'esclave. Mais avec Céleste, cette distinction semblait s'estomper dangereusement. Au bout d'un mois, Harrison Beaufort, l'homme d'affaires qui avait tenté d'acheter Céleste lors de la vente, vint rendre visite à Caldwell. Cette visite n'était pas inhabituelle en soi. Les deux hommes entretenaient des relations commerciales depuis des années. Mais le but réel de cette visite devint évident quand Beaufort demanda à voir Céleste. Caldwell refusa catégoriquement. Selon un domestique qui servait dans la pièce, Beaufort insista, son ton devenant plus pressant. « Edmund, soyez raisonnable. Cette situation attire les regards. Les gens parlent. Vous devez comprendre que cette femme ne peut pas rester ici dans ces conditions. C'est contraire à toutes les convenances. » Caldwell répondit froidement. « Harrison, ce qui se passe dans ma maison ne regarde personne d'autre que moi. J'ai payé un prix considérable pour cette acquisition, et je la traite comme je l'entends. Si cela dérange certaines personnes, qu'elles gardent leurs opinions pour elles. » La conversation se détériora rapidement. Beaufort quitta Riverside visiblement contrarié, et les deux hommes ne se parlèrent plus pendant plusieurs semaines. Mais l'avertissement de Beaufort n'était pas sans fondement. Dans une société aussi rigide que celle du Sud d'avant-guerre, toute déviation des normes établies était perçue comme une menace. Et Caldwell, par son comportement, représentait une menace non seulement aux conventions sociales, mais aussi de manière plus fondamentale à la structure même du système esclavagiste. Car si un esclave pouvait être traité comme un égal, si un esclave pouvait converser avec son maître en termes cultivés, si un esclave pouvait inspirer l'admiration et le respect, alors toute la justification morale de l'esclavage s'effondrait. Les planteurs du Sud justifiaient le système en prétendant que les Africains et leurs descendants étaient inférieurs, incapables d'éducation supérieure, destinés par nature à servir. Céleste, par sa simple existence et son traitement, remettait en question cette prétendue vérité. C'est dans ce contexte tendu qu'eut lieu le premier incident troublant. Un soir de septembre, environ 6 semaines après l'arrivée de Céleste à Riverside, Edmund Caldwell tomba malade. Il avait dîné seul, comme à son habitude, un repas préparé par les cuisines sous la supervision de Ruth. Vers 9 heures du soir, il commença à ressentir des douleurs abdominales sévères, suivies de vomissements violents et d'une fièvre qui monta rapidement. Les esclaves domestiques alertèrent immédiatement le docteur William Grayson, le médecin de la famille Caldwell, qui vivait à quelques kilomètres de là. Le docteur Grayson arriva vers 10 heures et examina Caldwell. Ses notes médicales, conservées dans les archives familiales, décrivent les symptômes. Douleur abdominale aiguë, vomissements répétés contenant des traces de bile, fièvre de 103 degrés Fahrenheit, sueur abondante, pouls rapide et faible, patient conscient mais en grande détresse. Le diagnostic de Grayson fut celui d'une intoxication alimentaire sévère, probablement causée par de la viande avariée ou de l'eau contaminée. Mais ce qui rendit cet incident particulièrement troublant, ce fut le comportement de Céleste. Quand elle apprit que Caldwell était malade, elle quitta sa chambre et insista pour le soigner elle-même.
Le docteur Grayson, surpris, tenta d'abord de l'écarter, mais Céleste démontra immédiatement des connaissances médicales qui le stupéfièrent. Elle examina le patient, posa des questions précises sur ses symptômes, puis prépara une décoction à base d'herbes qu'elle avait elle-même cueillies dans les jardins de la plantation. Grayson raconta plus tard à un confrère: « Cette femme savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a utilisé de la menthe poivrée, de la camomille et une plante que je n'ai pas reconnue pour calmer les spasmes intestinaux. Elle a préparé une solution de sel et de sucre pour réhydrater le patient. Elle connaissait les proportions exactes, parlait de l'équilibre des humeurs avec une terminologie médicale que j'aurais attendue d'un médecin formé en Europe. J'étais à la fois impressionné et profondément mal à l'aise. Sous les soins de Céleste, Caldwell se rétablit complètement en 3 jours. Mais l'incident souleva des questions dérangeantes. Comment une femme asservie avait-elle acquis de telles connaissances médicales? Où avait-elle appris ces techniques? Et surtout, comment se faisait-il qu'elle avait été la seule à ne pas manger le dîner ce soir-là? Ruth, interrogée discrètement par le docteur Grayson, confirma que Céleste n'avait pas pris son repas du soir, prétextant qu'elle n'avait pas faim. Cette coïncidence n'échappa pas à certains. Des murmures commencèrent à circuler parmi les esclaves, puis parmi les Blancs qui travaillaient pour Caldwell. Et si ce n'était pas une simple intoxication alimentaire? Et si Céleste avait eu connaissance du danger? Ou pire, et si elle avait elle-même provoqué la maladie pour ensuite se rendre indispensable en guérissant Caldwell? Ces soupçons restèrent non formulés ouvertement, mais ils empoisonnèrent l'atmosphère à Riverside. Ruth devint ouvertement hostile à Céleste. Les autres esclaves domestiques gardaient leur distance, refusant de lui parler plus que nécessaire. Céleste, pour sa part, semblait parfaitement indifférente à cette hostilité. Elle continuait sa routine quotidienne, ses lectures, ses conversations avec Caldwell, comme si rien n'avait changé. Octobre arriva, apportant un léger répit à la chaleur étouffante. Les champs de coton de Riverside étaient en pleine récolte, des centaines d'esclaves travaillant du lever au coucher du soleil pour ramasser les capsules blanches avant les premières pluies d'automne. C'était une période cruciale pour l'économie de la plantation, et normalement Caldwell aurait passé ses journées à superviser personnellement les opérations. Mais cette année, il délégua la plupart de ses responsabilités à son contremaître, préférant passer son temps à Riverside en compagnie de Céleste. Ce changement de comportement alarmait les proches de Caldwell. Son contremaître, un homme du nom de Samuel Hutchins, un blanc pauvre qui avait travaillé pendant 20 ans pour la famille, exprima ses inquiétudes à plusieurs reprises. « Le maître n'est plus lui-même », confia-t-il à sa femme. « Il passe des heures enfermé avec cette femme. Il parle, il rit. Il lui a même permis de dîner avec lui à sa table. À sa table, c'est une abomination. Si quelqu'un d'important venait à le savoir, cela causerait un scandale énorme. » Mais le scandale était déjà en train de se propager, discrètement mais sûrement. Dans les salons de Montgomery, dans les églises, lors des réunions entre planteurs, le nom de Caldwell revenait systématiquement dans les conversations, accompagné de hochements de tête désapprobateurs, de regards entendus. La rumeur la plus répandue était que Céleste était devenue la maîtresse de Caldwell, une situation en soi pas si inhabituelle. Mais le fait qu'il la traite ouvertement comme une égale plutôt que comme une concubine secrète transformait cette relation en transgression inacceptable. Le juge Nathaniel Pemberton, l'homme qui avait tenté d'acheter Céleste lors de la vente, décida de prendre les choses en main. En tant que figure d'autorité morale et juridique, il se sentait investi d'une mission. Mi-octobre, il se rendit à Riverside accompagné du révérend Thomas Whitfield, le pasteur de l'église méthodiste que fréquentait Caldwell. Leur but était clair. Ramener Caldwell à la raison et, si nécessaire, lui faire comprendre que son comportement menaçait non seulement sa propre réputation, mais aussi l'ordre social dans son ensemble. La rencontre eut lieu dans le bureau de Caldwell, une pièce lambrissée de chaînes sombres, remplie de livres et de documents commerciaux.
Pemberton ouvrit la discussion avec une gravité calculée. « Edmund, nous sommes venus en amis. Nous sommes préoccupés par ce que nous entendons. Vous comprenez que votre situation actuelle suscite des commentaires et pas des plus favorables. » Caldwell, assis derrière son bureau massif, écouta sans interrompre. Sa réaction fut calme mais ferme. « Nathaniel, Thomas, j'apprécie votre visite, mais je dois vous dire que mes affaires personnelles ne sont sujettes à l'approbation de personne. J'ai agi en conformité avec la loi. J'ai acheté Céleste légalement. Ce que je fais avec ma propriété me regarde. » Le révérend Whitfield intervint, adoptant un ton plus conciliant. « Personne ne remet en question la légalité de la transaction, Edmund. Mais il y a des questions morales, des questions de décence. Cette femme dort dans la chambre qui était celle de votre défunte épouse. Elle mange à votre table. Elle est traitée comme un être humain, compléta Caldwell, une pointe d'ironie dans la voix. Le silence qui suivit fut lourd de signification. Pemberton reprit, son ton se durcissant. « Edmund, prenez garde. Vous marchez sur un terrain dangereux. Cette femme, peu importe son éducation ou ses talents, reste une esclave. Et les esclaves qui oublient leur place peuvent devenir une menace. Nous avons tous entendu parler des révoltes, des complots. Le souvenir de Nat Turner est encore vif dans nos mémoires. Nous ne pouvons pas tolérer que les distinctions s'estompent. » Caldwell se leva, mettant fin à la réunion. « Messieurs, je vous remercie de votre sollicitude, mais je vous demande de partir maintenant. Je gère mes affaires comme je l'entends, et je n'ai pas besoin de conseillers non sollicités. » Pemberton et Whitfield se retirèrent, mais leur départ ne marqua pas la fin de l'affaire. Au contraire, ils commencèrent à mobiliser l'opinion publique contre Caldwell. Pemberton, en particulier, était déterminé à agir. Il convoqua discrètement plusieurs planteurs influents et leur fit part de ses préoccupations. Il suggéra même qu'une intervention légale pourrait être nécessaire si Caldwell continuait dans cette voie. C'est dans ce climat de tension croissante que survint le deuxième incident majeur. Le 28 octobre 1856, Harrison Beaufort fut retrouvé mort dans son bureau de Montgomery. Les circonstances de sa mort étaient troublantes. Selon le rapport du coroner, retrouvé dans les archives judiciaires du comté, Beaufort était décédé d'une crise cardiaque. Mais plusieurs détails ne cadraient pas avec un décès naturel. Le corps avait été découvert par un employé le matin, assis dans son fauteuil derrière son bureau. Beaufort portait encore ses vêtements de la veille, suggérant qu'il était mort dans la soirée ou pendant la nuit. Son visage, selon les témoins, exprimait une terreur extrême. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche tordue dans ce qui ressemblait à un cri silencieux. Ses mains agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil avec une telle force que les jointures étaient blanches, les ongles enfoncés dans le cuir. Plus étrange encore, on trouva sur son bureau une lettre à moitié écrite, l'encre encore fraîche. La lettre était adressée à sa femme et commençait ainsi. « Ma très chère Élisabeth, si tu lis ces mots, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. Je dois te parler de quelque chose que j'ai gardé secret, quelque chose qui me tourmente depuis des semaines. Cette femme, Céleste, celle que Caldwell a achetée, elle n'est pas... » La phrase s'arrêtait là, brusquement, comme si Beaufort avait été interrompu au milieu de son écriture. Le docteur Grayson, appelé pour examiner le corps, ne put établir de cause de mort définitive. « Le cœur a cessé de battre », écrivit-il dans son rapport, « mais je ne peux déterminer pourquoi. Il n'y a aucune marque de violence, aucun signe d'empoisonnement évident. L'autopsie révèle un cœur en bon état pour un homme de son âge. C'est comme s'il était mort de peur. » Cette dernière phrase, « mort de peur », se répandit rapidement et alimenta les spéculations les plus folles. Qu'est-ce qui avait pu effrayer Beaufort à ce point? Qu'allait-il révéler dans sa lettre inachevée? Et pourquoi mentionnait-il Céleste? La police de Montgomery mena une enquête sommaire. Ils interrogèrent les employés de Beaufort, sa famille, ses associés. Personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. La veille de sa mort, Beaufort avait paru normal, peut-être un peu préoccupé selon certains, mais rien qui suggère une crise imminente.
Il avait travaillé tard dans son bureau, comme il le faisait souvent. Le gardien de l'immeuble jura qu'aucun visiteur n'était entré après la fermeture des bureaux. La théorie officielle fut celle d'une crise cardiaque causée par le surmenage et le stress. La lettre inachevée fut considérée comme les divagations d'un homme dont l'esprit commençait à défaillir avant sa mort. Cette explication satisfit la plupart des gens, mais pas tous. Le juge Pemberton, en particulier, refusa de l'accepter. Il connaissait Beaufort depuis 30 ans. Il savait que cet homme ne s'effrayait pas facilement, qu'il n'était pas du genre à être superstitieux ou à paniquer sans raison. Pemberton fit ce que la police n'avait pas fait. Il chercha à comprendre ce que Beaufort savait sur Céleste. Il interrogea discrètement Silas Hendrickson, le marchand d'esclaves qui l'avait vendu. Mais Hendrickson resta muré dans le silence, refusant de révéler quoi que ce soit sur les origines de Céleste ou les circonstances de son acquisition. Pemberton essaya également d'obtenir des informations auprès d'autres marchands d'esclaves de la région, pensant que quelqu'un devait connaître l'histoire de cette femme. Il ne trouva rien. C'est alors que Pemberton découvrit un détail troublant. En fouillant dans les papiers personnels de Beaufort, avec la permission de sa veuve, il tomba sur un journal intime que Beaufort tenait depuis des années. Les dernières entrées, datées des semaines précédant sa mort, révélaient une obsession croissante pour Céleste. Beaufort avait noté « Je l'ai vu aujourd'hui en ville, accompagnant Caldwell lors d'une course. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, j'ai vu... quoi? De la reconnaissance, de l'amusement, ou quelque chose de plus sombre. Elle sait. J'en suis certain maintenant. Elle sait pourquoi j'ai voulu l'acheter. » Cette entrée datait du 10 octobre. Quelques jours plus tard, Beaufort avait écrit « J'ai pris une décision. Je dois parler à Edmund. Je dois lui dire ce qu'elle est vraiment. C'est trop dangereux de la laisser dans cette position. Mais comment lui expliquer sans me trahir moi-même ?» Et enfin, le 27 octobre, la veille de sa mort, j'ai reçu un message aujourd'hui. Un simple billet, sans signature. Il disait « Le silence est une vertu que les hommes sages cultivent. » Comment sait-elle que j'envisageais de parler? Comment a-t-elle su où m'envoyer ce message? Je ne dors plus. Je sens constamment un regard sur moi. Si cette histoire vous donne la chair de poule, mettez un pouce et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Qui est vraiment Céleste? Et maintenant, découvrons la suite de ce mystère glaçant. La mort de Harrison Beaufort plongea Montgomery dans un malaise diffus. Officiellement, personne n'établissait de lien entre cette mort et Céleste. Officieusement, les murmures se multipliaient. Le juge Pemberton, en possession du journal de Beaufort, se trouvait face à un dilemme. S'il révélait le contenu de ces entrées, il susciterait une panique collective et peut-être une enquête qui dépasserait le cadre d'une simple mort naturelle. Mais s'il gardait le silence, il permettait potentiellement à une situation dangereuse de se poursuivre. Pemberton choisit une voie médiane. Il décida de confronter directement Caldwell, mais cette fois avec les preuves du journal de Beaufort. Le 5 novembre, il se rendit de nouveau à Riverside, sans prévenir, en milieu d'après-midi. Caldwell était dans le jardin, marchant lentement le long des allées bordées de camélias, en compagnie de Céleste. Ils conversaient en français, leur voix portée par le vent léger d'automne. Quand Caldwell aperçut Pemberton, son expression se durcit. Il dit quelques mots à Céleste, qui s'inclina légèrement et rentra dans la maison. Pemberton nota ce geste avec un frisson désagréable. Une esclave ne s'inclinait pas ainsi, avec cette grâce, cette dignité. Une esclave se courbait, baissait les yeux, disparaissait rapidement. Céleste, elle, s'était retirée comme une dame de compagnie qui comprend qu'une conversation privée va avoir lieu. Les deux hommes s'assirent sur la véranda. Pemberton sortit le journal de Beaufort de sa sacoche et le posa sur la table entre eux. « Edmund, je vais être direct. Harrison Beaufort est mort dans des circonstances que je trouve suspectes. Avant sa mort, il était obsédé par cette femme, Céleste. Il écrit qu'elle sait quelque chose sur lui, qu'elle représente un danger. Je veux que vous me disiez tout ce que vous savez sur elle. D'où vient-elle? Qui est-elle vraiment ?» Caldwell prit le temps de répondre. Il regarda longuement la rivière en contrebas, comme s'il cherchait ses mots.
Finalement il dit « Nathaniel, Harrison était mon ami. Sa mort m'a profondément affecté. Mais je ne peux pas accepter l'idée que vous semblez suggérer. Céleste n'a rien à voir avec ce qui lui est arrivé. Elle n'a jamais quitté cette plantation depuis qu'elle est arrivée. Comment aurait-elle pu influencer les événements à Montgomery? Ce n'est pas ce que je suggère, répondit Pemberton. Mais Harrison savait quelque chose sur elle. Il écrit qu'elle n'est pas ce qu'elle semble être. Il avait l'intention de vous en parler, et il est mort avant de pouvoir le faire. Que pensez-vous qu'elle soit? Demanda Caldwell, un sourire étrange aux lèvres. Une sorcière, une démone. Nathaniel, vous êtes un homme de loi, pas un prédicateur superstitieux. Je ne sais pas ce qu'elle est, admit Pemberton, mais je sais qu'il y a un secret. Hendrickson a refusé de révéler ses origines. Harrison et moi, nous avons tous deux essayé de l'acheter, prêts à payer des sommes folles. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a poussés à cela? Caldwell se pencha en avant, son regard devenant intense. Vous voulez savoir la vérité? Très bien. Je vais vous dire ce que Hendrickson m'a confié le jour de la vente. Céleste vient de la Nouvelle-Orléans. Elle appartenait à une famille française très riche, les Desormeaux, des créoles qui possédaient des plantations de sucre en Louisiane. Elle n'était pas une esclave ordinaire. Elle était ce qu'on appelle une placée, une concubine éduquée, entretenue comme une épouse en tout sauf le nom. Édouard Desormeaux, le patriarche de la famille, l'avait fait éduquer en France, à Paris, dans des institutions réservées normalement aux filles de la bourgeoisie. Elle a étudié les langues, les sciences, la littérature. Quand elle est revenue en Louisiane, elle était plus cultivée que la plupart des Blancs de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi a-t-elle été vendue alors? Demanda Pemberton. Édouard Desormeaux est mort il y a 2 ans. Sa famille légitime, ses enfants blancs, ont découvert qu'il avait fait un testament qui laissait une part considérable de sa fortune à Céleste. Ils ont contesté le testament devant les tribunaux. Légalement, une esclave ne peut pas hériter. Le testament fut annulé, et Céleste fut vendue pour payer les frais juridiques et pour la punir, je suppose, d'avoir osé aspirer à une position qui ne lui revenait pas. Ce récit correspondait aux pratiques de l'époque. À la Nouvelle-Orléans, le plaçage était une institution semi-officielle, tolérée bien qu'illégale selon la lettre de la loi. Des hommes riches, souvent créoles, entretenaient des relations durables avec des femmes de couleur libres ou esclaves, allant jusqu'à leur acheter des maisons, à éduquer leurs enfants métis, à les traiter avec une respectabilité qui défiait les normes du reste du Sud. Mais cette tolérance avait ses limites. Et quand ces arrangements devenaient trop visibles ou menaçaient les intérêts des familles blanches légitimes, ils étaient brutalement terminés. Si c'est vrai, dit Pemberton lentement, cela explique son éducation. Mais cela n'explique pas pourquoi Harrison était terrorisé. Cela n'explique pas ces messages qu'il prétend avoir reçus. Harrison était un homme superstitieux, répondit Caldwell. Il croyait aux présages, aux malédictions. Il m'avait raconté une fois qu'une voyante vaudou lui avait prédit qu'une femme de couleur causerait sa perte. Quand il a vu Céleste à la vente, quelque chose l'a troublé profondément. Peut-être a-t-il vu dans son regard la confirmation de cette prophétie. L'esprit humain est capable de se créer ses propres terreurs, Nathaniel. Harrison s'est fait peur à lui-même. Cette explication était rationnelle, plausible même. Mais Pemberton sentait qu'elle ne couvrait pas toute la vérité. Il insista. « Et vous, Edmund, pourquoi avez-vous payé 7200 $ pour elle? Ce n'était pas simplement pour acquérir une domestique éduquée. Vous pouviez engager une gouvernante blanche pour une fraction de ce prix. » Caldwell hésita avant de répondre. Et pour la première fois, Pemberton vit une fissure dans sa façade assurée. « J'ai acheté Céleste parce que je ne pouvais pas faire autrement. Quand je l'ai vue sur cette estrade, quand nos regards se sont croisés, j'ai senti, comment dire, une reconnaissance. Comme si je la connaissais depuis toujours. Comme si elle détenait la réponse à une question que je n'avais jamais formulée. Je sais que cela semble fou, mais c'est la vérité. Et maintenant que vous la connaissez, demanda Pemberton, a-t-elle répondu à cette question? Chaque jour que je passe avec elle,
répondit Caldwell. Je découvre des profondeurs que je n'imaginais pas. Elle a une intelligence qui me fascine, une perception du monde qui remet en question tout ce que j'ai toujours cru. Elle m'a fait réaliser que notre système entier, cette civilisation que nous défendons, repose sur un mensonge fondamental. Nous prétendons que les Noirs sont inférieurs, incapables d'élévation intellectuelle. Mais Céleste prouve le contraire de manière indéniable. Ces paroles constituaient presque une hérésie dans le contexte de l'Alabama de 1856. Pemberton sentit un frisson le parcourir. « Edmund, prenez garde à ce que vous dites. De telles opinions, exprimées publiquement, pourraient vous coûter cher. Vous pourriez être accusé d'abolitionnisme, de trahison envers le Sud. »« Je me fiche de ces accusations, » répliqua Caldwell avec une véhémence inhabituelle. « J'ai passé ma vie entière à accepter des conventions que je n'ai jamais questionnées. J'ai possédé des centaines d'êtres humains, je les ai travaillés jusqu'à l'épuisement. J'ai séparé des familles pour mon profit. Et je l'ai fait en me disant que c'était l'ordre naturel des choses. Céleste m'a ouvert les yeux. Elle m'a montré l'horreur de ce que nous sommes. » Pemberton se leva, profondément troublé. « Edmund, vous êtes en train de vous perdre. Cette femme exerce sur vous une influence dangereuse. Je vous en supplie, pour votre propre bien, éloignez-la de vous. Vendez-la à quelqu'un d'autre, envoyez-la loin d'ici. »« Jamais, » dit Caldwell avec une fermeté absolue. « Céleste restera ici aussi longtemps qu'elle le souhaitera. » Cette dernière phrase résonna étrangement aux oreilles de Pemberton. Aussi longtemps qu'elle le souhaitera. Depuis quand un esclave décidait-il de son propre destin? Mais il ne releva pas. Il comprit que toute argumentation serait vaine. Caldwell était perdu, complètement sous l'emprise de cette femme énigmatique. En quittant Riverside, Pemberton prit une décision. Il ne pouvait pas laisser la situation continuer. Il devait agir, mais avec prudence. Il commença par consulter discrètement d'autres juges, d'autres figures d'autorité. Il leur exposa la situation en omettant les détails les plus troublants du journal de Beaufort, mais en insistant sur le danger que représentait le comportement de Caldwell pour l'ordre social. La plupart l'écoutèrent avec sympathie, mais refusèrent de s'engager. Caldwell était un homme trop puissant, trop riche pour être attaqué ouvertement sans preuve solide d'un crime. Et traiter bien son esclave, aussi inhabituel que ce soit, n'était pas un crime. Certains suggérèrent même que l'obsession de Pemberton pour cette affaire frisait le ridicule. « Nathaniel, » lui dit un collègue juge, « vous vous préoccupez trop de cette histoire. Laissez Caldwell vivre comme il l'entend. S'il veut gâter une esclave, c'est son droit. Concentrez-vous sur des affaires plus importantes. » Mais Pemberton ne pouvait pas laisser tomber. Il était convaincu qu'un danger réel existait, même s'il ne pouvait pas le définir précisément. Il continua ses investigations discrètes. Il envoya des lettres à la Nouvelle-Orléans, cherchant à vérifier l'histoire que Caldwell lui avait racontée sur les origines de Céleste. Il interrogea des marchands d'esclaves, des avocats, des notaires. Il cherchait le moindre indice qui pourrait éclairer le mystère. Les réponses qu'il reçut furent décevantes. Personne, à la Nouvelle-Orléans, ne connaissait de famille des Ormeaux correspondant à la description de Caldwell. Certains marchands avaient entendu parler d'une femme métisse exceptionnellement éduquée qui avait été vendue dans des circonstances mystérieuses, mais les détails variaient selon les sources. Un marchand affirma qu'elle venait de Mobile, un autre jura qu'elle avait été amenée de Charleston. Un troisième prétendit qu'elle était née en Haïti et avait été éduquée en France avant d'arriver aux États-Unis. Ces contradictions ne faisaient qu'épaissir le mystère. Il semblait que personne ne connaissait vraiment la véritable histoire de Céleste. Soit elle avait été délibérément entourée de fausses informations, soit son passé était si complexe et si obscur qu'il était impossible de le retracer. Le 15 novembre 1856, le juge Nathaniel Pemberton fut trouvé mort dans sa chambre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Montgomery. 2 des hommes les plus en vue de la communauté, morts à 3 semaines d'intervalle, tous 2 obsédés par la même femme. Cette fois, il n'était plus possible d'ignorer la connexion.
Les circonstances de la mort de Pemberton étaient encore plus troublantes que celles de Beaufort. Le juge avait été découvert par son valet de chambre le matin. Il était couché dans son lit, dans une position presque paisible, les mains croisées sur la poitrine. Mais son visage racontait une autre histoire. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond avec une expression de terreur absolue. Sa bouche était ouverte dans un cri silencieux. Sur sa table de nuit se trouvait une lampe à huile encore allumée et à côté, un pistolet chargé. Le docteur Grayson, appelé une fois de plus pour examiner un corps, fut incapable de déterminer une cause de mort naturelle. Le cœur a cessé de battre, écrivit-il dans son rapport, utilisant exactement les mêmes mots que pour Beaufort. Mais je ne trouve aucune explication physiologique. Il n'y a aucune marque de violence, aucun signe d'empoisonnement, aucune maladie apparente. C'est le deuxième cas en 3 semaines d'un homme en bonne santé qui meurt sans raison médicale discernable, manifestant des signes de terreur extrême. La chambre de Pemberton fut fouillée minutieusement. On découvrit que plusieurs tiroirs avaient été forcés, des papiers éparpillés partout. Le journal de Beaufort, que Pemberton conservait comme preuve, avait disparu. Les notes que Pemberton avait prises pendant ses investigations sur Céleste avaient également disparu. Quelqu'un était entré dans la chambre et avait emporté tous les documents compromettants. Le shérif de Montgomery, un homme nommé Daniel Crawford, ouvrit une enquête officielle. C'était la première fois qu'une telle démarche était entreprise. Les interrogatoires commencèrent. Le valet de Pemberton jura qu'il avait vérifié toutes les portes et fenêtres avant de se coucher. Tout était verrouillé de l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Comment l'intruse était-il entré? Comment était-il reparti? La théorie qui émergea progressivement fut celle d'un complice dans la maison. Quelqu'un qui avait accès aux clés, qui connaissait les habitudes de Pemberton, qui pouvait entrer et sortir sans éveiller les soupçons. Les esclaves domestiques de Pemberton furent interrogés pendant des heures, parfois avec des méthodes brutales. Aucun n'avoua quoi que ce soit. Tous jurèrent qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu d'inhabituel cette nuit-là. C'est alors qu'un détail troublant émergea. Une esclave nommée Sarah, qui travaillait comme cuisinière dans la maison Pemberton depuis 10 ans, révéla sous la pression qu'elle avait vu quelque chose d'étrange quelques jours avant la mort du juge. « J'étais dans le jardin », raconta-t-elle, sa voix tremblante, en train de cueillir des herbes pour la cuisine. C'était le soir, juste après le coucher du soleil. J'ai vu une silhouette près de la clôture, du côté qui donne sur la rue. C'était une femme, je crois, vêtue d'une cape sombre. Elle restait immobile, regardant vers la maison. Je ne pouvais pas voir son visage, mais j'ai senti quelque chose de mauvais. J'ai eu peur et je suis rentré rapidement dans la cuisine. « Avez-vous reconnu cette femme ?» demanda le shérif. Sarah hésita longuement avant de répondre « Non, monsieur. Mais j'ai entendu des gens parler d'une femme qui habite chez monsieur Caldwell, une femme qui aurait des pouvoirs étranges. Je me suis demandé si c'était elle. » Ce témoignage, bien que vague et incertain, suffit à orienter les soupçons vers Céleste. Le shérif Crawford décida qu'il devait interroger cette femme personnellement. Le 17 novembre, il se rendit à Riverside accompagné de 2 adjoints. Caldwell les reçut avec une froideur évidente. Quand Crawford expliqua le but de sa visite, Caldwell refusa catégoriquement de laisser interroger Céleste. « Elle n'a rien à voir avec ces morts », déclara Caldwell. Elle n'a pas quitté cette propriété depuis son arrivée. Vous n'avez aucune preuve, aucun motif légitime pour la déranger. Monsieur Caldwell, répondit Crawford, 2 hommes sont morts dans des circonstances mystérieuses. Les 2 étaient en conflit avec vous à propos de cette femme. J'ai l'obligation d'enquêter. En conflit avec moi? Répéta Caldwell, sa voix montant. C'est absurde. Harrison était mon ami. Nathaniel était une connaissance de longue date. Je n'avais aucune raison de leur vouloir du mal. Je ne vous accuse de rien, dit Crawford prudemment. Mais je dois parler à Céleste. Si elle n'a rien à cacher, cet interrogatoire ne posera aucun problème. Caldwell finit par céder à contre-cœur.
Céleste fut amenée dans le bureau où les hommes attendaient. Elle entra calmement, sans montrer le moindre signe de nervosité ou de peur. Elle portait une robe simple de couleur grise. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, et son regard, ce regard qui avait tant troublé ceux qui l'avaient croisée, balaya la pièce avec une assurance tranquille. Crawford commença son interrogatoire en demandant à Céleste de raconter son histoire. D'où venait-elle? Quelle était son histoire avant d'arriver à Montgomery? Céleste répondit calmement, dans un anglais parfait sans la moindre trace d'accent régional. Je suis né en Louisiane, dans une plantation près de la Nouvelle-Orléans. Ma mère était esclave. Mon père était le propriétaire de la plantation. Il m'a fait éduquer comme cela se fait parfois pour les enfants métis. Quand il est mort, sa famille légitime a tout vendu, y compris moi. C'est ainsi que je suis arrivé ici. Connaissez-vous Harrison Beaufort ou Nathaniel Pemberton? Demanda Crawford. Je n'ai jamais rencontré Harrison Beaufort, répondit Céleste. Je l'ai vu lors de la vente où M. Caldwell m'a acheté, mais nous n'avons jamais échangé un mot. Quant au juge Pemberton, je l'ai croisé 2 fois quand il est venu rendre visite à M. Caldwell. Nous n'avons jamais conversé. Une esclave dans la maison Pemberton prétend vous avoir vu près de sa propriété quelques jours avant sa mort. Céleste sourit légèrement, un sourire qui ne contenait aucune chaleur. C'est impossible, shérif. Comme M. Caldwell vous l'a dit, je n'ai pas quitté Riverside depuis mon arrivée. Tous les esclaves de cette plantation peuvent en témoigner. Peut-être cette femme a-t-elle vu quelqu'un d'autre et a-t-elle confondu dans sa mémoire? Crawford posa encore plusieurs questions, cherchant à trouver une contradiction dans le récit de Céleste. Il n'en trouva aucune. Ses réponses étaient cohérentes, calmes, raisonnables. Après 1 heure d'interrogatoire, il dut admettre qu'il n'avait aucune base pour la retenir ou l'accuser. Il quitta Riverside frustré, convaincu qu'il y avait un mystère mais incapable de le percer. Dans les jours qui suivirent, la tension à Montgomery atteignit un point de rupture. Les rumeurs les plus folles circulaient. Certains parlaient de malédiction vaudou, d'autres de poison lent et indétectable. Des prédicateurs montaient en chair pour dénoncer les dangers de l'orgueil et de la transgression des lois divines. Des foules se rassemblaient dans les rues, discutant avec animation de cette affaire qui captivait toute la région. Un groupe de planteurs, mené par le colonel Matthews, décida de prendre les choses en main. Ils se rendirent chez le gouverneur de l'État et exigèrent une action. Cette situation menace l'ordre public, argumentèrent-ils. Edmond Caldwell abrite une femme dangereuse. Elle doit être retirée de sa garde et vendue ailleurs, hors de l'État si nécessaire. Le gouverneur, un homme politique pragmatique nommé John Winston, était réticent à intervenir dans ce qui restait essentiellement une affaire privée. Mais la pression publique devenait trop forte. Il convoqua Caldwell à Montgomery pour une réunion. Caldwell refusa de se déplacer. Winston, face à cette défiance, envisagea d'envoyer la milice d'État pour forcer la question. C'est dans ce contexte explosif que survint l'événement qui changea tout. Le 23 novembre, exactement 3 mois après la vente de Céleste, Edmond Caldwell organisa un dîner à Riverside. Il invita une 30aine de personnes, l'élite sociale et politique de Montgomery. Cette invitation surprit tout le monde. Caldwell s'était isolé depuis des semaines, et voilà qu'il convoquait soudainement la bonne société chez lui. Qu'est-ce que cela signifiait? La plupart des invités acceptèrent par curiosité. Ils voulaient voir de leurs propres yeux cette femme qui causait tant de troubles. Ils voulaient comprendre ce qui se passait vraiment à Riverside. Le soir du dîner, les invités arrivèrent dans leurs plus beaux atours. La grande maison était illuminée par des centaines de bougies. Les domestiques avaient préparé un banquet somptueux. Caldwell accueillit ses invités avec une hospitalité chaleureuse, comme s'il n'y avait jamais eu de tension, comme si les 2 derniers mois n'avaient jamais existé. Quand tous furent installés dans la grande salle à manger, Caldwell se leva pour porter un toast. « Mes amis, dit-il, sa voix forte portant dans le silence attentif, je vous ai invités ce soir, parce que je dois partager avec vous une décision importante.
Ces derniers mois ont été une période de transformation pour moi. J'ai été forcé de confronter des vérités que j'avais ignorées toute ma vie. Et je suis arrivé à une conclusion qui va en surprendre beaucoup. Il fit une pause, laissant le suspense monter. Puis il continua. Je vais libérer tous mes esclaves. Les 327 hommes, femmes et enfants qui travaillent dans mes champs et dans ma maison seront affranchis. Je vais diviser ma terre en parcelles et leur en donner une partie. Ceux qui voudront rester pourront le faire en tant qu'employés libres, payés pour leur travail. Les autres seront libres de partir avec mon aide financière pour commencer une nouvelle vie. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Personne ne bougeait, ne parlait. Les visages exprimaient l'incrédulité, le choc, l'horreur même. Libérer tous ces esclaves, c'était impensable. C'était une trahison envers le Sud entier. Caldwell ne s'arrêta pas là. Et il y a plus. Je vais épouser Céleste. Je sais que légalement, ce mariage ne sera pas reconnu dans cet état. Mais nous le ferons devant Dieu et notre conscience. Puis nous quitterons l'Alabama pour aller vivre dans le Nord, dans un état libre où notre union sera respectée. Ces mots provoquèrent une explosion. Plusieurs invités se levèrent d'un bond, criant leur indignation. Le colonel Matthews pointa un doigt accusateur vers Caldwell. « Vous avez perdu la raison. Cette femme vous a ensorcelé. Vous ne pouvez pas faire cela. » Mais Caldwell resta calme. « Ma décision est prise. Les papiers d'affranchissement sont déjà préparés. Ils seront déposés chez le notaire demain matin. » C'est alors que Céleste entra dans la salle à manger. Elle était vêtue d'une robe magnifique, bordeaux foncé, qui aurait été digne d'une dame de la haute société. Ses cheveux étaient coiffés avec élégance, ornés de perles. Elle s'avança vers Caldwell et se tint à ses côtés. Son regard balaya l'assemblée, et dans ce regard, plusieurs témoins racontèrent plus tard avoir vu quelque chose qui les glaça jusqu'aux os. Ce n'était pas de la peur, ni de la soumission, c'était de la victoire. Un triomphe silencieux, mais absolu. Le dîner se termina dans le chaos. La plupart des invités partirent immédiatement, certains sans même prendre congé. Dans les voitures qui retournaient vers Montgomery, les conversations étaient enflammées. « Il doit être arrêté », disaient certains. « C'est une insulte à tout ce que nous représentons », criaient d'autres. « Cette femme doit être brûlée comme sorcière », murmuraient les plus superstitieux. Le lendemain matin, 24 novembre 1856, Edmund Caldwell ne se réveilla pas. Il fut découvert mort dans son lit, dans la même position paisible que le juge Pemberton, avec la même expression de terreur figée sur son visage. À côté de lui, les papiers d'affranchissement étaient étalés sur le lit, non signés. Céleste avait disparu. Quand les domestiques entrèrent dans sa chambre, elle n'y était pas. Toutes ses affaires étaient parties. Il n'y avait aucune trace de son départ, aucun indice sur la direction qu'elle avait prise. C'était comme si elle s'était évaporée dans l'air. La réaction fut immédiate et violente. Le shérif Crawford forma un groupe de recherche. Des patrouilles fouillèrent toute la région. Des avis de recherche furent diffusés dans tous les États du Sud. Céleste était décrite comme une fugitive dangereuse, probablement meurtrière. Une récompense de $1000 fut offerte pour sa capture. Mais Céleste ne fut jamais retrouvée. Pendant des semaines, des mois, des années, des rapports arrivaient de différents endroits. Quelqu'un l'avait vue à Mobile. Un autre jurait l'avoir croisée à Charleston. Un marchand prétendait qu'elle était montée sur un bateau pour l'Europe. Aucun de ces rapports ne put être vérifié. Les 3 morts ne furent jamais élucidés. Le docteur Grayson, dans un dernier rapport médical, écrivit « J'ai examiné 3 hommes en parfaite santé qui sont morts sans cause physiologique apparente. Ils sont tous morts avec des expressions de terreur absolue. Je ne peux offrir aucune explication scientifique. Si je devais spéculer, je dirais que ces hommes sont morts de peur pure. Mais qu'est-ce qui a causé cette peur reste un mystère complet. Riverside fut vendu par les créanciers de Caldwell. Les esclaves furent dispersés, vendus à différents propriétaires à travers l'Alabama et les États voisins. La grande maison changea de main plusieurs fois au cours des décennies suivantes.
Plusieurs des propriétaires successifs rapportèrent des phénomènes étranges. Des pas dans les couloirs vides, des conversations en français entendues la nuit, une présence oppressante dans la chambre bleue qui avait été celle de Céleste. Dans les années qui suivirent, des enquêteurs amateurs tentèrent de reconstituer l'histoire de Céleste. Ils découvrirent des fragments troublants. Un marchand de la Nouvelle-Orléans se souvenait vaguement d'une femme correspondant à sa description, mais elle portait un nom différent. Un notaire de Charleston avait des documents mentionnant une femme métisse exceptionnellement éduquée qui était passée par son bureau, mais les dates ne correspondaient pas. Un prêtre à Mobile racontait avoir entendu en confession une histoire de vengeance qui impliquait une femme capable de parler plusieurs langues et de manipuler les hommes les plus puissants par sa seule présence. Ce qui émergea de ces fragments fut une image troublante. Céleste n'était peut-être pas une victime passive du système esclavagiste. Peut-être était-elle quelque chose de plus complexe, de plus dangereux. Certains commencèrent à théoriser qu'elle avait orchestré toute l'affaire depuis le début, qu'elle avait délibérément attiré l'attention de Beaufort, Pemberton et Caldwell lors de la vente, qu'elle avait choisi Caldwell parce qu'il était le plus vulnérable, le plus seul, le plus susceptible de tomber sous son influence. Mais pourquoi? Quel était son but? Si c'était la vengeance, contre qui et pourquoi? Si c'était la liberté, pourquoi ce chemin si tortueux et si sanglant? Ces questions restèrent sans réponse. Un détail particulièrement troublant fut découvert des années plus tard. En 1873, un historien local qui compilait des archives trouvait une lettre dans les papiers personnels de Silas Hendrickson, le marchand qui avait vendu Céleste. La lettre était adressée à un confrère marchand et datait de septembre 1856, quelques semaines après la vente. Hendrickson écrivait « J'ai fait une erreur terrible. Je n'aurais jamais dû amener cette femme à Montgomery. Elle m'a été confiée avec des instructions strictes de la vendre rapidement et discrètement, puis de quitter la région. On m'a payé 5 000 $ en avance pour cette transaction, plus que je n'ai jamais reçu. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Celui qui me l'a confiée savait ce qu'elle était capable de faire. Il savait qu'elle causerait des destructions. J'aurais dû refuser, mais l'argent était trop tentant. Maintenant, je vis dans la peur constante qu'elle vienne me trouver. Cette lettre soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Qui avait confié Céleste à Hendrickson? Qui avait payé pour qu'elle soit vendue à Montgomery spécifiquement? Était-ce une conspiration plus large, impliquant des gens que l'histoire n'avait jamais identifiés? Il y eut une dernière découverte, la plus troublante de toutes. En 1882, un ancien esclave de Riverside, devenu libre après la guerre civile et vivant dans le Nord, publia un petit mémoire de ses années en servitude. Dans ce mémoire, il incluait un passage sur Céleste. Il écrivait « Nous avions tous peur de cette femme. Elle ne parlait presque jamais aux esclaves, mais quand elle le faisait, c'était toujours en créole ou en français. Une nuit, peu avant la mort de maître Caldwell, je l'ai vue dans le jardin. Elle parlait toute seule, ou du moins je le croyais. Puis j'ai réalisé qu'elle récitait quelque chose, comme une prière ou une incantation. Les mots étaient dans une langue que je ne connaissais pas, peut-être du français ancien ou quelque chose d'encore plus vieux. Elle tenait dans ses mains des herbes qu'elle brûlait, et la fumée montait dans la nuit. Quand elle m'a aperçu, elle s'est arrêtée et m'a regardé. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Elle m'a dit en créole « Ce que tu as vu ne doit jamais être répété à personne de blanc. Si tu parles, tu partageras leur sort. » Je n'ai jamais rien dit, jusqu'à maintenant, des décennies plus tard, quand tous ceux qui pourraient être concernés sont morts. Ce témoignage suggérait que Céleste possédait effectivement des connaissances en pratique occultes, peut-être héritées de traditions vaudou ou d'autres systèmes de croyances africains ou caribéens. Mais utilisait-elle réellement ces pratiques, ou n'était-ce qu'un théâtre pour impressionner et contrôler ceux qui la craignaient? La frontière entre la manipulation psychologique et des capacités réelles restait floue. Les historiens modernes qui ont étudié cette affaire sont divisés. Certains croient que Céleste était simplement une femme exceptionnellement intelligente qui a utilisé les préjugés et les peurs de son époque
pour manipuler des hommes puissants, causant indirectement leur mort par le stress et la terreur qu'elle inspirait. D'autres pensent qu'elle possédait réellement des connaissances en poison subtil, des substances qui pouvaient causer un arrêt cardiaque sans laisser de traces détectables par la science médicale de l'époque. Une troisième école de pensée suggère que toute l'affaire était une coïncidence remarquable, que les 3 hommes sont morts de causes naturelles amplifiées par une série d'événements malheureux qui ont créé un mythe. Ce qui est indéniable, c'est l'impact qu'eut cette affaire sur Montgomery et l'Alabama en général. Dans les années qui précédèrent la guerre civile, l'histoire de Céleste devint un avertissement murmuré dans les plantations. Les maîtres devinrent plus méfiants envers les esclaves trop éduqués, trop intelligents. Les lois contre l'éducation des esclaves furent appliquées plus strictement. Le cas de Céleste fut utilisé comme justification pour renforcer le contrôle et la répression. Ironiquement, certains abolitionnistes du Nord s'emparèrent également de l'histoire, mais dans un sens différent. Ils la présentèrent comme la preuve que les esclaves étaient capables d'intelligence et de résistance, qu'ils n'étaient pas les êtres soumis et résignés que dépeignait la propagande sudiste. Céleste devint pour eux une figure de résistance, une héroïne qui avait tenu tête au pouvoir blanc et avait gagné, au moins temporairement. La vérité, comme souvent, se trouve probablement quelque part entre ces interprétations extrêmes. Céleste était une femme réelle, avec ses propres motivations, ses propres douleurs, ses propres objectifs. Le système esclavagiste l'avait traitée comme une propriété, mais elle avait refusé cette définition. Elle s'était créé un espace de pouvoir dans un monde qui cherchait à la réduire au néant. Et dans ce processus, elle avait laissé derrière elle un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Le dernier document connu concernant Céleste date de 1912, plus de 50 ans après les événements de Montgomery. Une vieille femme vivant à Paris écrivit une lettre à un journal américain spécialisé dans l'histoire du Sud. Elle affirmait avoir connu Céleste, ou du moins une femme qui correspondait à sa description. Cette femme vivait à Paris sous un nom français, Céleste Dufour, et était respectée comme guérisseuse et sage-femme dans un quartier populaire. Elle parlait rarement de son passé, mais une fois, après avoir bu un peu trop de vin, elle avait raconté une histoire sur l'Alabama, sur 3 hommes qui avaient tenté de la posséder, et sur comment elle leur avait enseigné que certaines âmes ne pouvaient être enchaînées. Elle m'a dit, écrivait la correspondante, que la plus grande vengeance n'est pas la mort, mais la réalisation. Elle avait forcé ces hommes à voir la vérité de ce qu'ils étaient, de ce que leur système représentait. Et cette vérité était si horrible qu'elle avait littéralement arrêté leur cœur. « Je ne les ai pas tués », m'a-t-elle dit. « Ils se sont tués eux-mêmes en regardant enfin dans le miroir que je leur ai tendu. » Voilà l'histoire de Céleste, la femme esclave la plus chère jamais vendue en Alabama, et des 3 hommes qui moururent après avoir tenté de la posséder. Croyez-vous que tout cela s'est vraiment passé? Que pensez-vous qu'il est arrivé à Céleste après sa disparition? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires de mystères historiques. Et partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les énigmes impossibles à résoudre. Les archives sont là, dans les tribunaux du comté de Montgomery, dans les registres de vente d'esclaves, dans les lettres privées conservées par des familles qui préfèrent oublier. 3 hommes sont morts, une femme a disparu, et personne depuis 1856 n'a jamais vraiment su pourquoi. Peut-être que certains secrets sont trop dangereux pour être complètement révélés. Peut-être que la vérité sur Céleste reste quelque part, attendant d'être découverte par quelqu'un d'assez courageux pour affronter ce qu'elle pourrait révéler sur notre histoire, sur notre humanité et sur les pouvoirs cachés que certaines âmes possèdent même dans les chaînes les plus cruelles.